Vraiment sur le vif avec l'expert Sylvain Ferreira. Ça y est, vous le connaissez déjà. Il a fait du 800 000 vues sur la chaîne. Historien militaire, il a fait d'excellentes séries d'ailleurs que vous trouvez sur YouTube sur la bataille des Ardennes pour commémorer donc la bataille des Ardennes. Excellente série. Il en avait fait une aussi sur la bataille de la Marne et d'autres épisodes. C'est vraiment un historien militaire excellent en vulgarisation, mais il est aussi compétent sur l'histoire contemporaine, comme on dit au Collège de France, l'histoire en train de se faire. Or, ce qui se passe maintenant, c'est de l'histoire en train de se faire. Parce que ce cheval de Soudja, comme le cheval de Troie, c'est un cas sans précédent dans l'histoire militaire. Alors vous me direz évidemment, l'histoire militaire avec un grand H, il va de soi que du temps des guerres samnites, les gazoducs, ça courait pas non plus les rues. Mais depuis que les gazoducs existent, ce n'était jamais arrivé qu'une armée utilise un gazoduc pour déployer pas 30 gars comme ça qui se battent en duel, pas juste quelques forces spéciales, non, un bataillon, 800 personnes qui ont dormi dans le gazoduc, qui ont vomi et fait leurs excréments dans le gazoduc. C'était vraiment Shawshank Redemption, les évadés. Vous savez, cette nouvelle de Stephen King qui a été adaptée au cinéma avec Morgan Freeman et Tim Robbins. C'est ça qui s'est passé réellement. Vous avez eu un bataillon entier qui est passé à travers 16 kilomètres de gazoduc reliant Soudja à Soumy, reliant même Koursk à Soumy. Ce gazoduc, évidemment, personne ne s'attendait à ce qu'il fût utilisé parce que ça n'était jamais arrivé. Or, quand on est historien ou philosophe, on sait que ce qui n'est jamais arrivé est souvent le plus probable en temps de guerre. Passer par les Ardennes avec des divisions mécanisées, ça n'arrivera jamais, mon cher Gamelin. Eh ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Passer à travers un gazoduc, ça n'arrivera jamais, mon cher agent de la CIA ou autre. Eh ben si, c'est ce qu'ont fait les Russes. Et puis, c'est pas la première fois qu'ils font des grosses dingueries. Enfin, on peut quand même se rappeler que parachutiste en russe, ça se dit descentnik. Descentnik, concrètement, les gars qui tombent, du français descente. Les premiers parachutistes russes, c'était des mecs qui sautaient depuis les ailes des avions. Ils marchaient sur les ailes des avions et les mecs, ils sortaient leur parachute comme des base jumpers sous Red Bull et ils sautaient comme ça. Donc bon, des types qui sont capables de faire ce genre de conneries ou voir les entraînements des Spetsnaz où les mecs se battent à la hache et tout, ou se pètent des plaques de ciment sur le ventre. Bon, a priori, je pense que passer 4 jours et 4 nuits avec des masques à gaz dans la merde et le vomi dans un gazoduc pour 16 kilomètres, c'est pas si dingue que ça, vu de leur perspective. Et comme nous, on n'est pas capable de voir la perspective de l'autre, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, voir la perspective de l'autre, c'est être complotiste, capitulaire, pro-russe. C'est ce que vient d'affirmer en toute simplicité le média prétendument de gauche mais ouvertement pro-macroniste Blast, qui a d'ailleurs touché plus d'1 million de subventions de l'État français. Ils ont dit comme ça, sans le moindre problème, en toute décontraction, que nous étions payés par la Russie. Voilà, pas de problème. Eux sont payés par l'Élysée. Ça, par contre, c'est vrai. C'est factuel, ça c'est vérifiable. Eux, alors je ne sais pas si on est payé par la Russie, mais eux, ils sont payés par l'Élysée. C'est un fait. Ils se présentent comme de gauche. Bon, les mecs, ils touchent de l'argent d'Emmanuel Macron, c'est savoureux. Oui, quand on est payé par Macron, on peut pas trop se mettre à la place de l'adversaire. Or, et ça conclura cette conclusion, en fait, pour gagner la guerre, il faut être capable de se mettre dans la peau de l'adversaire. C'est typiquement ce que faisaient les SAS, c'est typiquement ce que faisaient les Long Range Reconnaissance Patrols, où s'était engagé l'ami Christopher Lee, qui aimait pas trop les Russes, lui. Et quand on se met pas à la place de l'adversaire, on perd la guerre. C'est littéralement ce qui s'est passé à Soudja. Sylvain Ferreira, bonjour. Bonjour Idriss, merci de m'accueillir. J'ajoute à ton descriptif très rapidement une autre dinguerie des Russes dans le gazoduc qui a fait un peu sursauter beaucoup de gens, c'est qu'ils ont fumé sans aucune difficulté dans le gazoduc parce que bon, on n'est plus à un problème près si on peut. Les mecs, ils sont fous quoi. Voilà. Si on peut faire ses besoins, si on peut manger, si on peut y rester pendant plusieurs jours, on peut aussi s'allumer une cigarette, ça gênera personne. Voilà. Ça. Donc effectivement, on a assisté à quelque chose de tout à fait extraordinaire en termes de préparatifs, de nature de l'opération. Alors pourtant, les Ukrainiens et puis leur patron de l'OTAN auraient peut-être dû se méfier parce que en janvier-février l'année dernière, autour de Avdiivka, l'armée russe avait également emprunté, alors c'était pas un gazoduc, c'était vraisemblablement un tunnel désaffecté des égouts, mais là, seulement sur 2 kilomètres, pour passer en dessous des fortifications au sud d'Avdiivka et se pointer dans le dos des défenseurs ukrainiens qui ont été bien surpris et pour
pour lesquels ça a été le synonyme de débandade. Donc là, on est sur quelque chose qui prend une ampleur bien évidemment beaucoup plus importante. Tu l'as dit, on est sur un tuyau qui jusqu'au 1er janvier au matin transportait du gaz. C'est-à-dire que c'est l'Ukraine qui a décidé de finir les contrats avec la Russie, puisque je rappelle, jusqu'au 31 décembre au soir, il y avait encore du gaz russe qui passait par cet endroit et qui allait en Ukraine, qui allait en Europe orientale, notamment en Pologne, en Hongrie ou ce genre de pays. Donc les Ukrainiens ont décidé de se tirer une balle dans le pied quelque part au niveau économique puisqu'ils touchaient des dividendes. Et les Russes se sont dit, tiens, puisque c'est complètement à l'abandon, on va pomper tout le gaz qu'il y a à l'intérieur et puis ensuite on injectera de l'oxygène pour quand même essayer de entre guillemets rafraîchir l'atmosphère et la rendre plus facile à respirer, et on va voir comment on peut parcourir ces 15,750 mètres pour être très précis d'après les informations que les Russes nous donnent. Comment on va faire d'un point de vue logistique, parce que c'est quelque chose d'absolument phénoménal. C'est-à-dire que, comme tu l'as rappelé, les types ont dû vivre dedans. Donc, il y a eu 3 semaines de préparation avec, comme l'a si bien expliqué dans une vidéo hier, le commandant de l'opération, indicatif Zombie, qui est un ancien de Wagner, qui a bourlingué sur tous les théâtres d'opération depuis l'Ossétie du Nord jusqu'à l'Afrique avec Wagner avant le début de l'opération militaire spéciale. Il a fallu prévoir des toilettes, parce qu'il n'était pas question que les types soient dans des problématiques de cette nature en sachant pas quoi faire. Donc ils ont tout prévu, la nourriture, les toilettes, l'armement, bien évidemment, la façon dont il fallait transporter tout ça. On a vu que dans certains cas, alors ça fera plaisir aux aficionados, des pelles et des puces de machine à laver, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement utilisé des brouettes, messieurs, dames, pour transporter une partie de la logistique, puisque on est quand même dans un tunnel qui ne fait que 1,45 m de haut, donc faut imaginer en plus qu'on est courbé, etc. Donc c'est pas très pratique d'avancer, c'est pour ça qu'ils ont mis 4 jours pour parcourir la distance en faisant des étapes. Et donc, en amont, ça a nécessité une préparation très importante qui, je m'empresse de le dire, dépasse le cadre de la progression dans le gazoduc lui-même. Parce qu'ensuite, ce qu'il a fallu prévoir, c'est comment on sortait vers le ciel ouvert, à quel endroit et dans quelle mesure il fallait coordonner cette sortie avec les moyens d'appui de l'armée russe dans le secteur pour empêcher les Ukrainiens de se rendre compte de ce qui se passait. Alors, la première chose, et là, c'est les grandes leçons de la guerre urbaine soviétique, c'est que pour être sûr d'être tranquille, ils ont d'abord commencé, il y a plusieurs semaines, par détruire par l'artillerie la zone dans laquelle ils voulaient émerger, pour être sûr qu'il n'y ait que des ruines et que ça donne pas envie aux Ukrainiens de venir s'y installer. Et puis, de temps en temps, ils continuaient le bombardement pour que ça reste une zone vraiment difficile pour l'armée ukrainienne. Donc, ils ont tout préparé. Ça a demandé une coordination interunité qui est très importante et qui est très intéressante aussi, parce que c'est pas un bataillon d'un bloc, c'est 800 hommes qui viennent pour certains donc des parachutistes, des descentniki comme tu l'as rappelé, d'autres qui viennent de l'infanterie motorisée classique mais avec une grande expérience des combats depuis le début de l'opération militaire spéciale et pour certains même depuis les combats de 2014 dans le Donbass. On a également les forces spéciales, on a un groupe de forces spéciales de Akhmat, donc les unités tchétchènes qui ont été engagées là-dedans. Et donc, on a eu toute cette planification en amont qui a commencé mi-février, ce qui fait que ça permet aussi de dire à tous les imbéciles qui nous racontent depuis hier soir « Ah, c'est parce qu'il n'y a plus de satellites d'observation américains ». Justement, c'est parce qu'il y avait encore les satellites d'observation américains que les types se sont dit on va passer par le sous-sol. C'est très bon de rappeler ça, parce que là on est là pour vraiment désintoxiquer LCI, BFM TV, etc. Vraiment rappeler les dingueries que ces mecs ont racontées. Là voilà, les gens disent oui, c'est parce qu'il y a plus de renseignements satellitaires qui est fourni à l'Ukraine. Non, au contraire, c'est pour ça qu'ils sont passés par le gazoduc. Et je souligne 2-3 points que tu as dit, parce que maintenant, vu que tu es vraiment l'expert du sujet, c'est évident pour toi. Mais tu vois, on oublie se mettre juste dans la peau du soldat russe qui est dans un gazoduc. Bon, ok, ça sent le vomi, ça sent la merde, il va dormir 2 heures par nuit, le mec, c'est le Vendée Globe. Mais, au-delà de ça, s'ils se font découvrir, ils sont morts.
Et ils sont morts dans les oui. pires circonstances possibles, parce qu'il n'y a pas y a pas de sortie de secours, quoi. On est d'accord qu'il n'y a pas les sorties de secours sont à votre droite, à l'avant, à l'arrière de l'appareil. Vérifiez les panneaux, ils peuvent être derrière vous. Non, non, ça n'existe pas. C'était du gaz naturel liquéfié. Si les Ukrainiens décident d'en repomper ils peuvent, tu vois, s'ils découvrent les gars. En plus, sans parler de la discrétion acoustique, on est dans un gazoduc, c'est pas isolé, tu vois. Le moindre pet de travers, les mecs se font détroncher direct. Donc, il y a aussi le stress, mais insupportable, d'être la nuit comme ça en se disant, s'il y a le moindre problème, on n'a aucune chance d'en sortir vivant. C'est ça. Ah oui, c'est sûr que là, il a fallu trouver, c'est pour ça que je pense qu'on a pioché parmi les éléments d'élite, des forces qui sont déployées dans le secteur depuis, pour certaines, le mois d'août, la mi-août de l'année dernière. Les types sont partis, et c'est ce que tous les canaux russes disent, dans une mission qui a un caractère suicide quelque part, parce que si on est découvert, c'est effectivement fini, on est piégé. D'ailleurs, le récit officiel qui a duré jusqu'à dimanche soir côté ukrainien, c'était de dire on les a tous eus dès qu'ils sont sortis, ils sont tous morts. Bon, voilà. Alors c'est difficile Je veux de aussi nous dire. souligner ça parce que toi, pareil, c'est évident pour toi, mais même sur deepstatemap.live, qui, on ne le rappellera jamais assez, est une ressource 100% pro-ukrainienne. Donc deepstatemap.live, ils font toujours tout pour minimiser les avancées russes. Bah là, même sur deepstatemap.live, ils viennent de montrer sur la carte qu'il y a eu plus de 70 km² de perdus à Souja. Donc même ça contredit le narratif ukrainien qui dit on les a tous fumés à la sortie. Et d'ailleurs, c'était des soldats coréens. Ça aussi, c'est sorti. Ah oui, Voilà. Il n'y a que des soldats nord-coréens qui sont assez tarés pour passer par des gazoducs. Et puis, ils sont petits et ils sont fourbes, on le sait. Donc, voilà. Les seuls qui pouvaient, c'était eux. Donc, oui, l'Ukraine, d'un côté, dit on les a tous fumés à la sortie, circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, de l'autre, deepstatemap.live, qui est une ressource totalement pro-ukrainienne, inconditionnellement pro-ukrainienne, dit non, il y a minimum 70 kilomètres carrés qui ont été perdus. Bon, en réalité, le saillant de Souja, il est en débandade complète maintenant et la situation militaire est désespérée dans la zone, quoi. Ah oui, oui, oui. Ah bah là, ça a provoqué un effondrement qui, dans toute la partie nord-est de la ville de Souja elle-même, est tombé entre les mains de l'armée russe en à peine 24 heures, parce que les Ukrainiens ont bien compris, sur le même modèle, mais en plus grand que ce qui s'était passé à Avdiivka, c'est que s'ils restaient là, en plus de ça, il y a une rivière qui sépare la zone industrielle où ont émergé les soldats russes de la ville même de Souja. Et il y avait un pont dans le secteur, il est détruit. Donc c'est-à-dire que les Ukrainiens en plus ont dû partir à pied, et c'est tout, sans pouvoir emmener les véhicules qu'ils avaient avec eux. Et ça a permis, encore une fois, en termes de communication, une image très importante, c'est que les Russes ont mis la main à nouveau sur un M1 Abrams qu'ils ont ramené dans leur ligne. C'est le second qui se fait ramener dans ses lignes depuis un mois. En termes de com, pour l'armée américaine et les fabricants d'armes américains, ça fait pas très joli de voir deux chars quasiment intacts être ramenés du côté russe. Alors, ils vont finir sur la place rouge en plus, parce que là, ils les exposent, on a des canons César exposés, voilà, c'est un peu la honte, quoi. Ah oui, c'est clair que là, la communication, c'est 100% en faveur des Russes. Alors, j'insiste sur un point par rapport au fait de dire il fallait être discret, il fallait mener cette opération avec la plus grande discrétion pour éviter de se retrouver piégé. C'est que ça ne les a pas empêchés, parce que c'est quand même donc là le sommet de leur folie dans la tentative, c'est d'aménager des salles au bout du pipeline, près de l'endroit où ils voulaient déboucher, pour accumuler les soldats au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire que les types ont taillé dans la largeur du pipeline de telle sorte à pouvoir accumuler les hommes le temps qu'ils reçoivent le go du top départ samedi pour lancer l'assaut. Enfin, c'est quelque chose. Ils ont quand même pris ce risque-là, et c'est d'ailleurs pour ça que à la surface, l'artillerie russe continuait de matraquer le secteur pour entretenir déjà au niveau phonique une autre ambiance que celle qu'on pourrait avoir si les oiseaux chantaient et puis qu'en dessous il y a des types qui sont en train de creuser. Et donc on est vraiment dans une opération, parce qu'il faut imaginer ensuite, si vous creusez, va falloir évacuer. C'est comme dans n'importe quel tunnel, il faut évacuer tout ce qu'on aura creusé pour faire de la place. Enfin, c'est quelque chose d'absolument phénoménal en termes de tactique militaire et de planification de cette opération, et qui en dit long sur le fait que tout ce qu'on nous a raconté, bien évidemment, sur l'ineptie de l'armée russe à monter ce genre de choses, une fois encore, le narratif, il s'effondre, il tombe complètement par terre, et on s'étonnera
que côté ukrainien, personne n'ait retenu la leçon d'Avdiivka l'année dernière en se disant quand il y a des tunnels comme ça, faudrait peut-être faire gaffe. Si les Russes, il leur passerait pas dans l'idée de tenter quelque chose. Donc là, on a des gars qui ont parcouru une partie des kilomètres avec des masques pour se protéger, etc. Des effluves de différentes natures, hein, d'ailleurs, pas que celle du gaz. Et puis à la fin, on a des types qui ont dû quand même percer pour élargir le trou pour sortir. Hein, On a un premier groupe de combat qui est sorti, qui a vérifié qu'il n'y avait personne. Simultanément, parce que là encore, ça en dit long sur la préparation, il n'y avait pas seulement l'artillerie, mais on a commencé à avoir des drones semer un peu d'abord alors de la reconnaissance, et puis ensuite semer la zizanie sur toutes les unités ukrainiennes qui auraient pu approcher la zone. Et dès qu'on a vu que c'était assez sécurisé, et ben par groupe de 8, les groupes de combat russes en moyenne, c'est à 8 bonhommes en ce moment. Ils sont tous sortis de terre et là, ils sont tombés sur une zone qui était peu défendue, voire quasiment pas défendue. Et ensuite, ils ont pu se répandre de part et d'autre. Et là, les Ukrainiens ont compris que c'était fini pour eux, quoi. Donc, c'est absolument remarquable de préparation, de folie quelque part dans l'idée, et puis ensuite dans l'exécution avec des moyens interarmes et avec une coordination qui a été réglée, mais alors vraiment comme une horloge suisse, on pouvait pas imaginer mieux pour que ça se passe comme ça, quoi. Est-ce qu'on peut dire que ça va être au minimum dans tous les manuels de Maskirovka maintenant et que c'est peut-être dans le top 3 des plus belles Maskirovka de cette guerre, quoi? Ah là, je pense que oui, franchement, et pour moi, c'est même la première, quoi. Ça va La rester première, voilà, c'est faire une opération de cette nature-là avec des moyens pareils, en coordonnant autant d'appuis différents, en ayant cette idée folle, donc comme je viens de l'expliquer, d'aller quand même creuser des salles pour préparer le rassemblement des hommes avant de lancer l'assaut, avec ce risque donc acoustique dont on a parlé, et les conditions de vie dans lesquelles les gars se sont retrouvés et donc ont accepté ce destin qui pouvait être le leur si ça échouait. Bon, là, il n'y a pas. Et alors, en plus, c'est magnifié par l'effet opératif que ça a derrière. C'est-à-dire que ça aurait pu déboucher sur des combats, les gars se seraient fait contre-attaquer. Non, c'est-à-dire que là, je dirais, c'est presque un sans faute du début jusqu'à la fin, puisque l'effet final recherché a été obtenu, c'est-à-dire l'effondrement du front au nord-est, et au nord de Soudja, et la reconquête en quelques heures de, je sais pas, ces 6 ou 7 localités qui jusqu'à maintenant étaient défendues bec et ongle par l'armée ukrainienne. Hein. Voilà. En sachant en plus, dernier point, c'est que maintenant les Ukrainiens vont peut-être tenter de s'accrocher à Soudja, alors qu'il semblerait que les communications, alors là, c'est bien les effets de ce que les Américains ont fait, les communications entre ce qui reste dans la ville et le reste de l'armée ukrainienne sont coupées. Et les gars sont, semble-t-il, complètement aveuglés. Et que vu qu'on est en période de pré-Rasputitsa ou de Rasputitsa, eh bien, il n'y a que la R200 pour quitter la ville de Soudja avec les moyens lourds. L'autoroute de l'enfer. Voilà, on a déjà vu les images ces dernières semaines. C'est pas loin d'être la route Kuwait City, Irak en 91. Hein. Les dronistes russes font un carton depuis. Là, rappelons ce que tu as dit aussi, parce que là, comme d'hab, c'est évident pour toi. La route Kuwait City, Irak, où les Américains avaient donné l'autorisation, avaient dit qu'ils ne frapperaient pas. Et finalement, ils ont dégommé tout le monde. C'était horrible. On avait l'impression d'un défilé du 14 juillet de zombies. C'était de la nécromancie. C'est un des trucs les plus abominables qu'on ait pu voir, l'autoroute de l'enfer. Kuwait City, Irak, parce que on voit des mecs sur leurs chars qui sont cramés vifs au phosphore blanc ou cramés vifs au napalm et qui restent figés comme à Pompéi, comme ça, les yeux ouverts, avec les os apparents de leurs chars. Et même George Bush père, qui était responsable de ça, puisque président des États-Unis, et qui pourtant était un dur de dur, ancien patron de la CIA, ancien pilote de chasse américain, qui a failli se faire manger physiquement par les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. George Bush père, c'est pas un rigolo, c'est pas un type même lui a dit que c'était le truc qui le hantait le plus, d'avoir vu les photos de l'autoroute de l'enfer, de se dire qu'il était responsable de ça. Et aujourd'hui, les Russes sont en train de faire la même chose sur cette autoroute, pas au même niveau évidemment, toute proportion gardée. C'est pas les mêmes engagements, c'est pas la même taille, c'est pas du napalm, c'est pas du phosphore blanc, mais ils sont en train de massacrer quiconque emprunte cette route, quoi. Ah oui. Et puis surtout, ils envoient un message et quiconque va tenter le coup prend le risque de finir comme toutes les carcasses qui bordent la route depuis maintenant 15 jours.
c'est-à-dire que c'est à vos risques et périls. Et là, on remarque que c'est la réplique de la tactique russe, de l'approche russe de la conquête des villes depuis l'exemple d'Alep en Syrie. C'est-à-dire, on vous en sert, mais on vous laisse une borne de sortie d'1 kilomètre de large, et c'est à vous de voir, ou vous faites Cameron, c'est-à-dire vous faites un combat où vous vous sacrifiez jusqu'au dernier, ou vous vous rendez, et là on vous accueillera avec les honneurs, puisqu'on rappelle quand même que les Ukrainiens sont les cousins des Russes, et que généralement les prisonniers sont bien traités. Ou alors, vous tentez de sortir, et là, comme ça a été le cas déjà à Avdiivka, si vous tentez de sortir, ça va être le tir au pigeon par les drones, par l'artillerie. Et puis là, comme je le disais tout à l'heure, l'aviation. Donc, ce matin, on a vu des images absolument nouvelles depuis plusieurs mois que dure la bataille dans le saillant de Soudja. C'est qu'on a vu sur un seul plan 3 hélicoptères K-52, puis ensuite des avions d'attaque au sol russes qui survolent toute la zone à basse altitude. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul Stinger ou type de Manpads équivalent entre les mains des Ukrainiens. Parce que s'il y en avait même encore un, il y aurait déjà eu au moins un appareil de touché ou d'abattu. Là, il n'y a plus personne qui est capable de tirer un appareil russe dans le ciel. Donc ça veut dire que là, les dronistes vont être en plus assistés. Je rappelle que les K-52 maintenant tirent des missiles anti-chars à plus de 15 kilomètres de leur cible, sans avoir à, bien évidemment, les voir. Hein. Ils peuvent faire du tir à l'aveugle sur n'importe quel véhicule. Ils l'ont expérimenté pendant la contre-offensive ukrainienne de 2023. Ça fait pas un pli. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme stratégique sur le saillant de Soudja. Et ce qui paraît le plus fou ce matin, c'est que certains disent que Syrski, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a décidé qu'il fallait s'y accrocher. C'est ça qui paraît complètement dingue, hein, c'est qu'il a fait le même coup quand il commandait l'armée de terre ukrainienne à Bakhmout face à Wagner et à Prigojine. Il avait dit non, on se replie pas, on reste là jusqu'au dernier. Et il avait presque failli faire la même chose à Avdiivka, Dieu merci. Il semblerait que là, Zelensky avait réussi, avec le soutien, bien évidemment, j'imagine, des parrains de l'OTAN, à lui faire plier le bras, lui tordre le bras pour que Avdiivka, les gars, s'évacuent. Mais ça s'était très mal passé, cette évacuation, parce qu'elle est arrivée bien trop tardivement. Et là, alors j'espère qu'on aura d'autres nouvelles dans la journée, mais il faut comprendre, les types qui sont là-bas du côté ukrainien, c'est leurs meilleures unités. C'est pour ça qu'ils ont des M1 Abrams, c'est pour ça que la bataille a été acharnée, c'est pour ça aussi qu'ils ont mené, on s'en souvient déjà, 2 petites contre-attaques locales, une le 1er janvier et puis une autre au mois de février, parce que les Ukrainiens ont tout investi de ce qu'ils avaient comme meilleur moyen là-bas, avec, comme on nous l'explique enfin aujourd'hui, de manière, on va dire, sans embâche sur les télés françaises, cette idée qu'il aurait pu être échangé, hein, ce saillant de Soudja, contre d'autres territoires ukrainiens dans les négociations qui ont commencé. Les types qui n'ont jamais rien payé. Mais je veux qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que tu vois, c'est toujours la question de la perspective. C'est bon, on a vu par exemple la dissonance cognitive quand Zelensky est allé à la Maison Blanche et qui s'est fait recadrer. D'ailleurs, on rappelle, la Zelensky s'est excusé officiellement pendant que nous on essayait de le regonfler, tu sais, comme une jante, comme une chambre à air de vélo crevée. Pendant que nous on était en train de le regonfler tant qu'on pouvait. Lui, il repart à la Maison Blanche dire pardon, désolé, je me suis mal comporté dans le bureau ovale, je reconnais, maintenant aidez-moi, quoi. Nous, on a Keir Starmer, Ursula von der Leyen, Macron, mais oui, on va prendre le relais. Vous allez prendre le relais de quoi? Vous avez désindustrialisé l'Europe, bande de crétins. Si vous voulez pouvoir vous confronter à la deuxième puissance militaire mondiale, au minimum réindustrialiser pendant 10 ans. Poutine, il vient pas d'apparaître. Il est président depuis 99, le mec. Ça fait 26 ans qu'il est là. Donc, vous aviez tout le temps de réarmer. Il n'y a pas de problème. On va essayer de prendre au mot ces espèces de timbrés, tu sais, qui, entre 2 œufs à la coque au café de Flore à 15 €, sont en train de te parler de guerre. J'en ai vu un autre, là, un ultra sulfureux polémiste, en col roulé, te parler de guerre. Mais le mec, je le démarre avec une pile 12 volts. Et ils viennent te parler de guerre. Mais c'est terrifiant. C'est ça qui est flippant, en fait. C'est qu'ils ont jamais tenu une arme de leur vie. Si tu veux, toi et moi, on a tenu une arme. Moi, j'ai tenu une arme. Eux, ils ont jamais tenu une arme. Juste le bruit, le recul, l'odeur de la cordite, ça les terrifie, ces mecs. Donc, oui. Bon. Donc, c'est là qu'il faut revenir à, les gars, si vous voulez battre votre adversaire,
Moi, j'ai aucun problème à ce que la France dise si j'ai un problème sans référendum, j'ai un problème sans consultation populaire, ça j'ai un gros problème. Mais supposons que le peuple français, avant tous les sondages bidons qu'on est en train de nous imposer, là on a la preuve qui est sortie, que un des sondages qui disait que 6 Français sur 10 étaient prêts à se battre, bah en fait c'était une commande d'une ONG de la Fondation Soros. Bon, ça c'est un hasard certainement, d'autant que Soros a la haine contre la Russie, a juré de la foutre à genoux, pas de problème. Mais supposons que le peuple français veuille vraiment, mais au minimum, faites la guerre correctement, bande de débiles. Et faire la guerre correctement, c'est connaître son ennemi. C'est pas dire, je vois pas Christopher Lee, qui encore une fois en a plus dans le pantalon que la totalité de ses rédactions réunies. Je vois pas Christopher Lee dire, non, l'allemand, c'est un mauvais soldat, tu vois. Je vois mal le général Patton dire non, l'allemand, c'est un mauvais soldat. C'est pas l'ambiance, si tu veux, tu vois. C'est plutôt le général Patton qui disait en face de nous, on a la meilleure infanterie du monde. Alors oui, on va être encore meilleur qu'eux. Oui, on a la meilleure bouffe, on a les meilleures armes, on va les battre. Mais il disait pas les Allemands, c'est non, une pichenette et on les dégomme, tu vois. Ça existe pas, ça. C'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Faut savoir un peu ce qu'on a en face. Ah bah ce qui est surprenant, parce que c'est ce que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale nous enseigne dans cette partie-là du monde, c'est que le 22 juin 1941, la Wehrmacht est entrée en Union soviétique avec cette idée. Le soldat soviétique, l'armée rouge, on les a croisés en Pologne en septembre 39, là, quand on s'est partagé la Pologne. Bon, ils sont mal équipés, ceci, cela. En plus, les Finlandais leur avaient résisté très longuement avant de craquer pendant la guerre d'hiver. Donc, les Allemands sont arrivés avec cette idée que une pichenette et ils allaient tomber. Et alors, ce qui est très un coup de pied dans la porte, voilà. L'édifice est vermoulu, un coup de pied dans la porte et toute la maison va s'effondrer. Même erreur avec Bruno Le Maire qui dit littéralement la même chose. Bruno Le Maire n'a pas la culture générale de savoir que c'était Adolf Hitler en personne qui avait été le porteur de cette thèse, mais il a repris verbatim cette thèse nazie, fondamentalement, un coup de pied dans la porte et l'économie russe va s'effondrer. Il faut revoir là le coup de la Russie, c'est une station-service. Là, sur LCI, toujours, tu as Thierry Breton qui dit, mais enfin, l'économie russe, elle est pas très importante puisque c'est le PIB de l'Espagne. Mais enfin, un crétin qui a fait faire du 90%, 96%, il a divisé par 300 le prix de l'action Atos. Ce mec, c'est un génie de l'économie. En parité de pouvoir d'achat, la Russie est la 4e puissance mondiale. La France est 9e. En parité de pouvoir d'achat, le PIB de la Russie, c'est 156%, très exactement, du PIB français. 156%. Et la Russie est beaucoup moins endettée que la France. Donc là, il y a un léger problème, en fait. Toujours la dissonance cognitive permanente qui fait que ces gens-là sont responsables des morts, en fait. Ils sont responsables de ces morts. De la même façon qu'Adolf Hitler était responsable des morts quand il envoyait